mais il vit en Haïti et il a voulu faire cette démarche de venir à la rencontre de la communauté haïtienne de Paris. Pourquoi pour moi c'est important, pour vous tous qui avez fait le déplacement? Pour moi, ça symbolise également quelque chose, parce que je milite depuis longtemps pour une forme d'unité dans notre communauté. Par exemple, un compatriote qui vient d'Haïti, pour moi, c'est important de démontrer donc ce côté courtois, de venir aussi à sa rencontre, lui qui a fait des kilomètres, des milliers de kilomètres pour venir jusqu'à Paris. Donc, pour moi, ça symbolise également l'amour patriotique. Quand on entend un compatriote qui vient d'Haïti, on ne le connaît pas, mais c'est quand même sympa de sa part, et ça serait sympa aussi de notre part de pouvoir l'accueillir. Comme il m'a dit lors de la journée de la papa, on voit bien cette démarche. C'est pas simple, c'est pas pour s'enrichir en vendant des livres. C'est pas un vendeur de livres. C'est un écrivain. Rien que nous, ici, on est combien là, peut-être une quinzaine. Ça va déjà commencer à faire vivre son art littéraire dans la communauté haïtienne. Autour de nous, après sa causerie, vous allez lire son livre et je suppose ceux qui vont être satisfaits de ce qu'il a écrit dans son livre, mais vous allez en parler autour de vous. C'est ça la vie d'un écrivain. C'est pas simple, l'écrivain ne voit pas l'argent, mais voit surtout le message qu'il veut faire passer à travers ses écrits. Donc c'est important. Donc je vous remercie encore une fois et je vous demande, je ne vais pas faire un trop long discours parce que je peux continuer encore. Des gens veulent connaître la communauté, mais comme c'est lui qui va faire sa causerie débat, donc je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît, pour bien lui manifester donc votre joie de venir le rencontrer là aujourd'hui, ce soir. Merci. Oui, alors, donc, je vous présente également Mousla Isnarda, qui, elle, est écrivaine également. Elle est étudiante, mais elle a déjà écrit 2 bouquins, je crois. Donc, c'est elle qui va modérer, puisque après sa causerie, vous allez pouvoir poser des questions à notre invité spécial. Donc, c'est elle qui va modérer. Moi, je voulais juste vous souhaiter donc la bienvenue pour accueillir donc Jimmy Malval. Merci encore. Merci Huguette, bonjour à tous et à toutes. Ici, même le soir on dit bonjour, je ne sais pas pourquoi. Alors, Jimmy Malval, bienvenue en France. Aujourd'hui, avec vous pour parler, bien entendu, de tes ouvrages. Alors Jimmy, vous êtes professeur d'université, notamment à l'Université d'État d'Haïti. Vous êtes cadre de la Sogebank et aussi écrivain. Aujourd'hui, vous signez plusieurs de vos ouvrages, notamment l'Atelier du réel. Il y a une phrase, moi, que j'aime citer, c'est de Victor Hugo, « Lire, c'est voyager, voyager, c'est lire ». Donc aujourd'hui, vous nous emmenez où, Jimmy Malval, avec l'Atelier du réel? Surtout, quand on voit un atelier, on voit un endroit où on fabrique des choses. Alors, vous avez fabriqué quoi dans l'Atelier du réel? Racontez-nous. Merci. D'abord, merci à Huguette, Madame Masselin, pour son dévouement pour la communauté haïtienne. Merci à vous autres qui avez fait le déplacement, des connaissances, des amis, des condisciples. Il y a des gens que j'ai vus aujourd'hui là que je n'ai pas vus depuis 30 ans. Que je n'ai pas vus depuis 30 ans et je suis très content. Comme a dit Huguette, l'écrivain n'a pas un objectif forcément mercantile, il a une vision du monde à partager. Je remercie Ousnad pour son introduction et je vais commencer par discuter, par répondre à sa question. Effectivement, elle a bien saisi le concept.
L'atelier est un endroit où on fabrique des choses, où on répare des choses, où on donne de nouvelles vies aux choses. Cette semaine, je parlais à une personne qui m'est chère et je lui ai dit si elle connaît ce qu'on appelle la théorie de la porcelaine brisée. Quand vous avez chez vous une porcelaine et que ça se brise, surtout un bibelot, vous réparez ça, mais que faites-vous? Faites plus attention, pas vrai? Pour que ça ne se brise pas encore. Eh bien, un atelier aussi, c'est un endroit où on voit si quelque chose peut, ce qui peut être réparé. Regardons ensemble. Le réel, c'est l'existant. Est-ce que l'existant est parfait? Non. Quand on prend individuellement dans la vie de tout un chacun, on a toujours, même si on a une belle vie, on a toujours quelque chose à améliorer. On est toujours en chantier. Maintenant, quand on le prend à l'échelle d'un pays, par exemple Haïti, quand on le prend à l'échelle d'une communauté, à l'échelle d'un pays, il y a des choses à réparer. Et particulièrement aujourd'hui, plus que jamais, il y a beaucoup de choses à réparer en Haïti, il y a beaucoup de choses à améliorer. Maintenant, ce bouquin et les autres bouquins que j'ai écrits aussi ne sont pas ce que j'appellerais des livres sanctions. Parce que l'écrivain n'est pas un juge. L'écrivain ne vit pas en ermite, ce qui veut dire il ne vit pas reclus des autres. L'écrivain aussi n'est pas au-dessus des autres. L'écrivain est un homme de son temps. Et en tant que personne de mon temps, l'année dernière, j'étais en Europe, je suis passé en France un jour, et puis je suis allé en Allemagne. Entre l'Allemagne et le Canada, où j'ai passé 1 mois et demi, je me suis mis à écrire ces textes. Certains n'étaient pas finis, ça m'a pris 2-3 mois pour les revisiter et regarder. Il y a des textes que j'ai écrits que je n'ai pas mis là, je me dis que ce n'est pas encore le bon moment. Comme a dit Jésus, les fruits ne sont pas encore mûrs pour la moisson, il mieux vaut être un petit peu prudent. Mais là, l'atelier du réel, c'est une tentative. Vous savez, j'aurais pu l'appeler le miroir du réel, pas vrai? Le miroir du réel. Le miroir reproduit que ce qu'il voit. On est d'accord. J'aurais pu l'appeler la photo du réel, ou bien le portrait du réel. Mais que fait le portrait? Le portrait n'est qu'une coupure du réel à un temps donné. Le portrait ou la photo est figé. Mais l'atelier est dynamique. L'atelier est en perpétuel changement. À travers l'atelier, le réel peut être modifié à tout moment. Maintenant, qu'est-ce que je raconte dans cet atelier? Je raconte des histoires de notre temps. Par exemple, le premier texte, c'est l'influenceur de Carrefourfeuille. Le mot influenceur est un mot qui est courant aujourd'hui. Nous avons beaucoup... C'est un métier, il y a 30 ans, qui n'existait pas. On est d'accord. Mais aujourd'hui, un peu partout, on a des millionnaires et qui sont millionnaires en étant influenceurs. Mais mon premier récit parle de quelqu'un qui est devenu influenceur par erreur. Il a été impliqué dans une bagarre à Carrefourfeuille. La bagarre a été filmée. Et puis, que s'est-il passé? La bagarre a été filmée. Que s'est-il passé? Les gens ont commencé à liker cette bagarre. Et puis, il a récolté un ensemble de likes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un anneau lumineux. Il s'est transformé en coach J. Mais ce junior, c'est pas quelqu'un qui est plus meilleur. C'est pas quelqu'un qui a fait de grandes études. Mais il a du succès. Alors qu'il y a des gens qui ont fait de grandes études, qui sont aussi sur TikTok, mais qui n'ont pas de succès. Ce qui fait que on vit dans un monde où celui qui a du contenu n'est pas honoré et celui qui n'en a pas est honoré. Et ça, si vous cherchez un petit peu dans votre environnement, dans l'environnement des médias, vous allez trouver beaucoup de gens comme ça. Des gens et même des radios où ils font un travail extrêmement professionnel, mais ils ne sont pas trop populaires. Mais d'autres
qui sont très populaires, alors que qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent des sentiers battus pour faire les médias d'une autre façon. Cependant, vous voyez ce récit, il n'est pas fini. Et je le dis, tout comme l'atelier n'est pas fini. C'est à chacun de modifier l'atelier en son sens. Et c'est pour cela que je dis que chaque fois que quelqu'un, après avoir lu mon livre, regardera son voisin d'une autre façon, regardera l'église d'une autre façon, regardera la classe moyenne d'une autre façon, je pense que j'aurai atteint mon objectif. Ce que je raconte dans cet atelier, comme tu m'as posé la question, c'est la vie de tous les jours. Je vais vous passer à travers les titres. La Madame Sarah digitalisée, les prières du Wi-Fi, le dimanche et le lundi. Parce qu'il y a des gens qui sont d'une façon en dimanche et d'une autre façon en lundi, vous savez ça? La débrouillardise à double tranchant, l'obsession de l'étranger. Il y a des gens qui vivent en Haïti en attendant de partir. Il y a le professeur sous-payé et sur-sollicité. Ça, on connaît, pas vrai? Le docteur WhatsApp qui fait des prescriptions sans diagnostic, sans diplôme. Et puis, il y a un texte qui m'est cher. L'enterrement comme dernier carnaval. L'enterrement comme dernier carnaval. C'est un texte où il y a quelqu'un qui est mort. On l'appelle légende. Il a d'autres noms. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un rituel autour des enterrements. Vous êtes d'accord? Il y a la famille qui pleure. Maintenant, quand quelqu'un meurt, il faut qu'il y ait un zoom pour que la famille bien loin, ouais. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fanfare, il y a les maillots qui sont distribués. On donne tellement de choses aux morts, c'est comme si on a mauvaise conscience. Vous êtes d'accord? Il y a des gens qui meurent par faute de soins, mais quand ils meurent, ils ont un joli cercueil. Eh bien, l'enterrement comme dernier carnaval, c'est comme si on donne aux morts tout ce qu'il n'a pas eu pendant de son vivant. Je vous invite à lire ce texte et ce livre. Il y a un texte qui est intitulé L'atelier de couture. Pour écrire ce texte, comme je ne suis pas couturier, j'ai été m'asseoir une journée dans l'atelier d'un couturier. J'ai appris à comprendre ce qu'est une sujetteuse, tout ce qu'il faut, les points de suture et autres. Vous savez, c'est une belle démarche de partir à la rencontre. C'est pour cela que au début du livre, les gens que j'ai rencontrés, je les remercie. Je remercie les villes aussi, Carrefour, Matissan, Centre-Ville, Dikini, Tiojo, parce que ces endroits m'ont donné de la matière. Ces endroits m'ont donné de la matière. Eh bien, les policiers aussi m'ont donné de la matière, ceux qui sont honnêtes, ceux qui le sont moins. Et je dirais aussi les pasteurs, les prières du Wi-Fi, les étudiants, les caissières, les vendeuses de glaçons, parce qu'il y a une vendeuse d'eau glacée qui a mis un sachet d'eau sur le cercueil, il dit pour la route. Il a dit pour la route. Ce que je raconte dans cet atelier, c'est environ 122-123 pages. Mais ce que cet atelier vous racontera, ça je ne le sais pas. Merci. Jimmy, je pense que le public serait d'accord avec moi. C'est en vous écoutant, on a l'impression que ce n'est pas seulement un homme littéraire qui parle, mais un sociologue, quelqu'un qui observe la société, qui critique la société à travers son écrit, à travers ses livres. Donc, est-ce que, Jimmy, vous pensez que l'écrivain a une forme de responsabilité à travers son époque ou du moins sa société, la société qu'il évolue? Comme j'avais dit, l'écrivain est un homme de son temps. Que fait l'écrivain? C'est pour ça qu'il y a un terme qui est utilisé avec lequel je ne suis pas trop d'accord. Il y a des gens qui disent qu'il y a écrivain et écrivain engagé. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que dès qu'on écrit, c'est un engagement. Dès qu'on prend la responsabilité d'écrire, c'est un engagement. Maintenant, il y a des écrivains qui écrivent, mais qui vont dans la pratique s'impliquer directement. À ce moment, ça c'est un autre dossier. L'écrivain, que fait-il?
il jette un regard sur le réel, sur l'existant. Un regard que d'autres ne jettent pas. Il présente l'existant d'une façon que d'autres ne le présentent pas. Il attire l'attention sur, et avec un registre de langage, il attire l'attention sur ce qui se passe d'une manière plaisante qui fasse que le lecteur a envie de lire. Et il y a des écrivains aussi qui pensent qu'en écrivant, ils doivent choquer le lecteur. Mais moi, ma philosophie, c'est qu'une vérité présentée de manière plaisante voyage plus loin. Parce que ce que le lecteur lit, il sourit, ça reste. Par exemple, dans mon premier livre, Nouvelle Errance, j'avais écrit que la Terre tourne autour du Soleil sans dévoiler ses dessous. Comme on dit la Terre, j'imagine que c'est une femme. Mais elle est très prude, elle tourne autour du Soleil, mais en tenant sa robe. Et j'ai cette capacité-là à parler de ce qui se passe, mais sans pressurer le lecteur. Sans pressurer le lecteur. Là, on parle de l'atelier du réel. J'avais écrit un texte qui s'appelle La majorité silencieuse dans ce livre, Nouvelle Errance. La silencieuse, c'est de cette majorité silencieuse dont je parle dans mon livre en parlant de la classe moyenne fictive. Il y a des gens, ils ne vont pas aux manifestations. Ils ne vont pas protester devant les bureaux publics. Ils sont entre la classe dominante et la classe défavorisée. Ce qui fait qu'ils se contentent des miettes qui tombent, ils se confortent dans leurs avantages. À la fin de la nouvelle, j'avais écrit « Il arrivera un jour, sans que personne ne le force, cette majorité silencieuse va sortir dans les rues pour mettre fin à un système corrompu vieux de 200 ans. » Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la classe moyenne peut encore être confortable en Haïti? C'est cette classe qui est kidnappée, c'est cette classe qui est ruinée, c'est cette classe qui est sous le feu des projecteurs. C'est peut-être que je l'avais dit avec prémonition, mais la classe moyenne existe encore et elle doit exister, même dans une posture difficile. Maintenant, un écrivain, c'est quelqu'un, je prends l'exemple, et j'avais un oncle qui rêvait toujours. Et puis mon père lui disait, c'est bien manger ou bien manger. Tu as bien dormi, tu as bien mangé, c'est pour ça que tu rêves. Est-ce que tu as jamais rêvé de New York? La personne dit non, il dit parce que tu n'as jamais vu New York. Tout comme moi, la société que je connais le mieux, c'est la société haïtienne. Je suis impliqué dans la société en tant que professeur, mais je suis impliqué, je m'intéresse à la politique. Certains d'ici le savent que je m'intéresse à la politique, mais je fais de la politique passive. Et en écrivant, c'est de la politique passive que je fais. Par exemple, j'ai écrit un texte qui s'appelle Le passeport de l'honneur dans ce livre, où un professeur, et peut-être qu'on va en parler après, de français vient solliciter un passeport diplomatique entre les mains de son ancien étudiant, de son ancien élève. C'est le savoir qui vient aux portes du pouvoir. Et le savoir, comme on le sait, perpillé aux portes du pouvoir. On est d'accord? Même les gens les plus intelligents, les plus savants, quand ils deviennent ministres, premier ministre ou président, on dirait qu'ils n'ont jamais été à l'école. On est d'accord? C'est comme si le savoir perpillé aux portes du pouvoir. C'est un petit peu bizarre. Mais, et je n'aime pas le terme d'écrivain engagé, mais j'aime le terme d'écrivain concerné. Parce que quand j'écris, quand vous lirez mon texte Atelier du réel, vous verrez que j'essaie de toucher les consciences.
Quand les consciences sont touchées par un nouveau regard sur les choses, quand les consciences sont touchées, peut-être que c'est là que commence la véritable révolution. Je ne pense pas qu'un écrivain puisse changer le monde à lui tout seul. Par ses écrits, il peut insuffler un nouveau souffle, une nouvelle mentalité, comme beaucoup d'autres l'ont fait avant lui. Merci Jimmy. Là, nous allons calmer un peu le jeu. Moi-même, j'aimerais vous poser une question, et je ne vais pas dire bête non, mais intéressante. Que si vous pouviez en fait inviter l'un de vos personnages dans l'atelier du réel, lequel et choisirez-vous? Vous n'êtes pas des questions difficiles. Je viens d'en parler, le passeport de l'honneur et Maître d'Aurélien. Maître d'Aurélien représente ces hommes et ces femmes qui ont été pendant 20 à 30 ans à enseigner. Maître d'Aurélien fait partie de ceux qui se sont privés pour partager le savoir. Mais dans beaucoup de cas, ces porteurs de lumière, les professeurs, c'est dans beaucoup de cas, parce qu'il y a toujours des exceptions, c'est toujours la catégorie socio-professionnelle qui est la moins rémunérée. Et souvent, ces gens, il y en a beaucoup qui abandonnent l'enseignement par dépit, et il y en a beaucoup qui choisissent de partir. Par exemple, Maître d'Aurélien, après avoir enseigné pendant longtemps, se trouve dans cet Haïti-là où il ne veut plus rester. Il vient solliciter un passeport diplomatique entre les mains de son ancien élève. C'est quelqu'un verrait Maître d'Aurélien, moi je vois le corps professoral. C'est quelque part je vois une extrapolation des travailleurs de l'ombre. Les profs sont des travailleurs de l'ombre parce que moi j'estime qu'ils ne sont pas assez valorisés. Il y a beaucoup de travailleurs de l'ombre, il y a beaucoup de gens et aussi des fonctionnaires qui font un travail extraordinaire, mais qui ne sont pas assez honorés ou qui ne sont pas rémunérés, quand je parle le côté financier, à leur juste valeur. Et Maître d'Aurélien, c'est bizarre, je vais vous dire ce qui m'a inspiré ce texte. J'ai 2 fils qui sont passés par Saint-Louis. Il y avait un professeur qui s'appelait Aurélien. Aimé de toute l'école. Aimé des élèves. Et puis un jour, il y a un élève qui est en train de faire du tapage. Il a pris une règle, il a tapé l'élève. Les parents de l'élève sont avec la règle. Les parents de l'élève sont venus aller trouver les frères de Saint-Louis et on dit comment se fait-il que le monsieur se permet le droit de toucher à l'élève. Ça s'est passé il y a 3 ans. Maître d'Aurélien qui a travaillé là pendant 20 ans a été révoqué. Il a étudié la psychologie à l'ethnologie, mais il n'a pas pratiqué pendant ces 20 ans. Il se retrouve du jour au lendemain sans emploi. Et certains parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné leur enfant à Maître d'Aurélien pour qu'il leur donne des leçons. C'est comme ça qu'il a eu une 30aine. Et c'est ça, oui, la vie, quand je dis l'atelier n'est jamais fermé. Quand on prend une 30aine d'élèves à 5000 gouttes, Maître Aurélien commence à percevoir plus qu'il n'en avait jamais perçu. Est-ce que vous saisissez? Et ça, c'est ce qui m'a inspiré deux textes. Le passeport de l'honneur et le professeur surpayé et sursollicité. Il y a des corps de métier qui sont vraiment dans la tenaille et qui ne s'en sortent pas. Moi-même, je le dis, moi, j'ai été professeur. J'ai été professeur classique pendant 2 ans parce que j'ai été à l'école normale supérieure. J'ai enseigné en rhéto en philo pendant 2 ans. Quand je fais mes trucs de manière ordonnée, un élève ne remet pas son devoir
Je lui dis, tu ne suis pas le cours. Le directeur d'école est venu et a passé sa main autour de mon cœur. Il m'a dit, ah mon cher, tu sais qu'on dépend des élèves. Et puis j'ai réfléchi et j'ai laissé l'enseignement classique, mais je n'ai pas laissé l'enseignement puisque j'enseigne à Kiskeya, à l'UEH et à UNIFA. Donc, et que je ne sais pas depuis 2 sessions, à cause des fois on demande pour que les gens se rendent à UNIFA, c'est difficile pour moi. Mais c'est pour vous dire que Aurélien, je le plains et je le comprends. Pour comprendre le métier de professeur, dans les écoles congréganistes et dans les lycées aussi, on paie jusqu'à 13 mois. Mais les autres écoles, pour les vacances, les professeurs ne sont pas payés. Vous êtes au courant de ça en Haïti? Oui. Pour les vacances, les profs ne sont pas payés. Et ils doivent être disponibles à la rentrée. Ce que faisaient certains profs, ils partaient travailler aux États-Unis pendant les vacances, ceux qui avaient les visas. C'est un univers que je connais, puisque j'étais à l'école normale, donc je gravite autour de ces messieurs. Certains partaient en juin et revenaient et fin août. Ou fin septembre, à l'époque où l'école ouvrait en septembre, en octobre, c'est ça. D'accord. Bon, je pense que là, je dois donner la parole au public. Alors, tu dis, tu veux claquer mes paroles là pour lui seulement. Et lui seulement de gagner. Je vais passer la parole à des gens ici qui ont des questions. Mais avant, Jimmy, j'aimerais vous poser une question. C'est une question très personnelle à moi. En fait, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous dans quelques années? Est-ce que vous aimeriez qu'on parle de Jimmy comme le directeur exécutif de la Sogebank, un grand écrivain? Donc, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Surtout la jeunesse, les jeunes qui, pour le moment, manquent de repères. Voilà, exactement. Il y a un texte de Lamartine que j'aime beaucoup, c'est un poème, c'est Le lac, ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans détour. Il dit dans ce poème, l'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Mais moi j'ajoute que le temps est comme un fleuve dans lequel l'homme passe, mais l'homme doit laisser sa trace. Il est vrai que tout écrivain est content quand il est reconnu comme écrivain. Mais l'objectif, c'est pas que mon nom reste comme grand écrivain. L'objectif, c'est ce que j'ai laissé en termes d'idées. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça a un impact, aura un impact? Et je pense que la valeur de ce que je laisse est plus importante que que la reconnaissance qu'on me donne. Parce que quand on écrit un livre, dans 100 ans, je ne sais pas pour Atus ou bien pour Huguette, mais moi je ne serai pas là dans 100 ans. Mais dans 100 ans, le livre va rester. Celui qui a écrit La famille Petite Caille n'est plus là. Vous êtes d'accord? Mais dans les ventes en ligne dernièrement, je crois La famille Petite Caille était 11e dans les ventes en ligne à Livre en Folie. C'est pour vous dire que ce qui importe pour moi, c'est que mon livre soit lu. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas vendre le livre et autre chose, mais c'est que mon livre soit lu. C'est pour cela que même quand je fais des interventions, je les partage sur les réseaux sociaux, j'écris des choses. Pour moi, un texte, le livre aurait pu être anonyme. Pour moi, le livre aurait pu être anonyme, dans la mesure où il fait sa route. Il fait sa route. À Livre en Folie, par exemple, ce qui m'a fait plaisir, il y a un type qui est venu, qui a ouvert ce livre à la table des matières, et il a dit, la madame Sarah digitalisée. Il dit, je vais acheter ce livre. Il m'a dit, tu aurais pu dire la madame Sarah digitalisée. Mais la madame Sarah digitalisée, on voit que le titre est évocateur. Je lui ai donné mon numéro et il m'a écrit pour me dire, j'aime tout ce que tu as écrit dans ce livre. Je suis sûr qu'il y a des textes qui sont moins bons que d'autres.
Ça, c'est sûr. La perfection n'existe pas. Parce que il y a des choses que j'ai écrites, si je devais les réécrire, écoute, j'allais les rabiboucher un petit peu. Mais maintenant, sincèrement, ce qui importe pour moi, c'est que mes écrits soient dans les bibliothèques, que mes écrits, par exemple, je suis passé à Saint-Louis, j'ai laissé 6 livres, et je suis passé dans certaines écoles, j'ai laissé des livres. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me parle de mes livres, de ce que j'ai écrit, par exemple, un jour, j'étais dans un supermarché, et puis j'ai entendu quelqu'un dire « Toi, Alfred !» Je continue. Écrivain! Ils me font virer. Je dis « Toi, Alfred !» J'ai un récit là qui s'appelle « Souvenir de février », où il y a un type qui est Ton Alfred qui a peur du mois de février. Rien de bon ne lui arrive en février. Rien de bon. Et un mois de février, il avait jusqu'au 28 février et il a été content que le février ait pris fin. Et un malheur lui est arrivé ce jour-là parce qu'il a oublié que février comptait 29 jours. Et vous verrez ça. Et le type m'a dit, mon cher, j'ai aimé Souvenir de février. Et l'écrivain, c'est pour ça que je dis, tire de la matière. Le réel est sa matière. Toi, Alfred, c'est quelqu'un qui était mon voisin, mais qui était de petite taille. 1m40, presque un nain. Mika était sa fille. Je suis parti d'une histoire banale et j'ai fait une nouvelle. J'ai créé une nouvelle. Tout comme ce livre, si vous êtes intéressé à la voir, Nouvelle Errance, il y a la première nouvelle qui s'appelle Amour, grandeur et décadence. C'est une histoire vraie d'un ami que j'ai eu, qui s'était marié, qui a perdu sa première femme, elle a divorcé de lui, par suite d'une jalousie, mais aussi par... il était un petit peu chauvin, parce qu'à l'époque, les hommes pensaient pouvoir dicter leurs lois. Mais même quand une personne vous aime, l'amour, comme je l'ai dit à la fin de la nouvelle, ne peut rien faire quand le bateau prend de l'eau. Donc, chaque nouvelle qu'une personne lit, c'est une satisfaction pour moi, même si mon nom n'est pas cité. Parce que je pense que l'auteur fait l'œuvre, mais l'œuvre est appelée à dépasser l'auteur. C'est mon point de vue. Super, merci. On applaudit l'auteur, non? Voilà, et il est 7h57. Nous allons prendre 3 questions dans le public parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a une main. Mais dis 3. Et je pas trouvé en plus. Mais il est... Mais quand même, est-ce que tout le monde a déjà eu son livre? Non. Mais il faut donner un peu de temps à l'auteur de signer. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Mais 1, 2, 3. Qui est-ce qui t'a levé mais en vent? Tout le monde dit moi avant. Mais... Oui, j'avais vu. On va commencer ici, ensuite Sadrak Chad. Après, il y a une autre main. Ah mais on prend 4. On commence. Merci. Et je tiens aussi à remercier l'écrivain. Et merci pour le voyage. Moi, j'ai appris pas mal de choses pendant que vous êtes là. Mais dans tout ce que vous dites, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est... Moi, je me rappelle en 90 et 92, je suis voyagé aux États-Unis pendant les vacances pour aller travailler. Mais pendant ce temps, j'étais au lycée, j'ai ma paix. Yes. Parce que j'ai toujours... Bon, à l'époque, c'était 12 mois. J'avais basé qu'on avait... Oui. Au lycée, oui, dans les écoles mouriganistes, c'est toujours ça. Mais les profs du lycée voyageaient beaucoup pour faire ça. Voilà, c'était ça. Comme après, j'étais intégré baccalauréat, correcteur et membre du UNEX. Donc, j'avais pas de temps, c'est-à-dire que pour voyager. Et c'est pour ça qu'on avait pris le visa aussi, parce qu'il n'y avait pas de temps. Parce que pendant les 3 mois-là, j'étais obligé d'être au baccalauréat, correction et les résultats. Tout de suite, c'est septembre. Donc, après, c'est l'ouverture des classes. Donc, c'est peut-être en décembre, j'ai un petit temps pour voyager. En second lieu, c'est
Vous parlez du ton Alfred, parce que moi, c'est décembre qui est le prix mois. Pour moi, après novembre, on devait passer en janvier tout de suite. Parce que rien n'est bon pour moi en décembre. Donc c'est un mois que j'aime pendant tout le monde. Le monde fête décembre, mais moi, toujours, si. Il y a des malheurs qui ont frappé à ta porte en décembre. C'est dans ce mois-là que je vais pas. Mais encore une fois, je suis là. Mais, bref, par hasard, je me suis tombé à la page 61. C'est la débrouillardise. Je vois en Haïti, la débrouillardise n'est pas une qualité, mais une langue maternelle, un instinct, une condition d'existence. On y connaît comme on y est dans une famille, sans choix. Est-ce que je suis d'accord que la débrouillardise n'est pas? Non, parce que c'est une qualité pour moi, mais comment vous allez expliquer que ce n'est pas une qualité? Comme tu le vois dans... Oui. C'est une langue maternelle, un instinct, une condition d'existence. C'est comme si la débrouillardise, une qualité, c'est quelque chose qu'on développe, mais en Haïti, c'est comme si c'est quelque chose on est avec la débrouillardise. C'est parce que dès l'enfance, on est dans un milieu qui t'oblige à être débrouillard. Dès l'enfance. Par exemple, à l'école, maintenant ça s'est amélioré. Dans le temps, l'enfant ne pouvait même pas acheter des livres. C'est à la main qu'il recopiait les livres des autres pour pouvoir étudier. C'est comme quoi la débrouillardise, et c'est une amadouble tranchant, est à la fois louée et à la fois décriée. Elle est louée parce que les Haïtiens, quand ils font face à des difficultés, s'évertuent tant bien que mal à s'en sortir. Je prends l'exemple très simple. Et j'en parle dans ce récit, il y a un type qui prend des barres de fer, il ajoute des fils électriques et il fait une antenne. Il ne travaille pas. Et les gens ont commencé à acheter l'antenne. Mais je vais prendre une histoire réelle. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils ont un laptop, ils mettent de la musique sur des clés USB et ils vendent les clés USB. À ceux qui ont des voitures, qui n'ont qu'à mettre la clé, la personne vient et demande une compilation de tête. Est-ce que vous voyez la débrouillardise? J'en ai parlé dans une émission Délivrez-vous. J'étais à Saint-Marc. J'ai quelqu'un que je connais. Il a acheté une caisse de Tampico. Ce qu'il a fait, il a pris du gingembre, un peu de poivre, et puis il a mélangé le Tampico avec ça. Dès qu'on parle de gingembre, on parle de poivre, vous me voyez venir. À nous seuls connus. Eh bien, il a mis dans une autre bouteille et il a vendu ça comme si ça réveillait Lazare. Comme si c'est de la débrouillardise. Comme si ça réveillait Lazare. Mais dans ce texte, il y a des gens qui sont débrouillards, mais il y a des fois, des gens sont tellement débrouillards, ils deviennent malhonnêtes. Ils sont tellement débrouillards, ils deviennent malhonnêtes. Ils vendent des produits contrefaits à d'autres gens. Ils sont des racketteurs. Je prends l'exemple de l'ambassade américaine. Il y a des gens qui se trouvaient au sortir de l'ambassade américaine. En regardant ton visage, ils voient que tu as le visage défait, ce qui veut dire que tu n'as pas eu le visa. Ils t'abordent et ils te disent, on a les contacts pour te faire avoir le visa. Vous connaissez ces histoires. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait voler comme ça. Hein? Quand les téléphones intelligents sont arrivés, il fallait les décoder. Et mais il y a des gens, tout près de cathédrales, qui prenaient des sommes énormes pour décoder. Des fois, le téléphone, il n'y avait rien à faire dans le téléphone. Mais dans la débrouillardise, j'ai sorti une histoire, mais je dois vous dire, j'écrivais ça, je souriais. Un type, un jour, il a mis de l'air dans des sachets. Il a dit aux gens, achetez cette terre vient des mornes. Ça vous aide à vivre plus longtemps. Nous, tous là, nous sommes d'accord que cette terre, si on le respire, ça ne nous aidera pas à vivre plus longtemps. Mais il y a des gens qui vont acheter. Il y a des gens qui vont acheter. Il y a des gens qui achètent des choses dont ils n'ont pas besoin parce qu'ils se disent pourquoi pas. Pourquoi pas?
Donc, mais écoute, fini de lire, tu seras étonné de voir et comment ça se déroule. Et essayez, s'il vous plaît, d'être bref, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. D'accord. Oui, vous pouvez poser la question. En fait, c'est par rapport à la conception que vous faites du mot atelier. Si demain on vous appelle, on vous sollicite en tant qu'haïtien et on vous dit de prendre un des titres, on vous dit par rapport à ce titre, on vous demande de terminer l'atelier, de terminer un atelier par rapport aux ateliers que vous proposez dans le livre. Lequel des textes que vous choisissez, par exemple, pour produire un roman ou un texte produit par rapport à la situation? C'est une très belle question, merci. Autant que la question de... Je prends ce texte-là et un récit qui s'appelle Famille, Flamme, Femme, où il y a une grand-mère, une mère et une petite fille qui s'interrogent sur la vie, sur l'amour, sur la famille, qu'est-ce qui est important. Ce texte, si j'ai la possibilité, c'est un texte que j'aimerais bien transformer en roman. D'alcool. Bon. Ce que beaucoup de l'ennemi a dit. Avant, aller à l'école, les gens qui ont essayé de soutirer de l'argent, parce qu'ils soi-disant légalement, mais malheureusement, pour aider ces gens-là à aller à l'école, ils ne s'étudient jamais au pot de l'école. Ça vous arrive pas à trouver. Des gens qui te disent qu'ils ont besoin d'argent pour aller à l'école, alors qu'ils ne vont pas à l'école vraiment. La personne cherche même se présenter comme l'élément principal. Ah oui. Il y a des gens qui demandent qu'on les aide à payer l'écolage d'un enfant et autre chose. Si je fouille dans mon téléphone, je vais voir. Mais des fois, je leur dis de m'envoyer ou bien de dire, mais écoute, donnez-moi le compte de l'école, je vais faire un dépôt. Parce que les gens racontent n'importe quoi pour soutirer de l'argent. Hein? Moi, j'ai vécu ça à Saint-Marc, je travaille à Saint-Marc. Il y a quelqu'un qui est venu vers moi qui m'a demandé et qu'il a sa femme qui est en situation de césarienne de nous donner de l'argent. Je n'avais pas d'argent, non? J'avais 7 000 gouttes sur mon compte, je lui ai donné 5 000 gouttes. Et puis, 3 mois plus tard, dans un supermarché, j'étais avec un employé, j'ai rencontré la personne, et puis il me dit, j'ai vu ce type venir vers toi un jour, c'est quoi son problème? Je lui ai dit, sa femme est-elle? Il dit, non, le type n'est pas marié. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié. Non, mais il y en a qui en font une profession. Merci. Il y en a qui en font une profession. Mais si la personne est aussi débrouillard pour soutirer de l'argent, pourquoi ne pas être aussi débrouillard pour travailler? Et il y a même des organisations aussi. Des organisations, ce n'est pas des entreprises. Ça m'est arrivé à Pétionville, il y avait un bureau qui s'appelle Madame Siméon, comme ça. Il prenait l'argent. J'ai raconté ça juste parce que vous êtes des écrivains bilan. Peut-être un jour, vous pouvez raconter ça plus dans la vie. Oh, moi, je raconte tout ce que par exemple, dans le fragment d'ici d'ailleurs, j'ai raconté et j'ai parlé de Junior, le footballeur des samedis perdus. Ok? Moi, je joue au football en samedi à Saint-Louis. Un jour, le type n'est pas venu jouer au football. Il a passé 8 mois sans venir jouer au football. Il est revenu après 8 mois. On l'a adopté comme s'il avait toujours été là. Et puis un beau jour, et on n'a plus eu de nouvelles. Il a été tué. C'est à ce moment qu'on a su qu'il faisait partie d'un gang. Les 6 mois, quand on ne l'avait pas vu, il était en prison. J'ai écrit sur ça. Et c'était un footballeur talentueux. Il avait du talent, mais il vivait dans un monde parallèle aussi.
et le monde parallèle l'a aspiré. Les gens sont venus l'attendre devant Saint-Louis. Ils prennent à la velle. Non, il a été exécuté, une balle à la tête. C'est sa famille qui nous a dit ça. Merci. Est-ce que tout le monde... Vous avez déjà signé votre livre? Non? Non, c'est Qui n'a pas encore signé? Qui n'a pas encore signé? Donc, oui, Sadra, tu peux poser la question. Très bref. Et, merci pour j'ai applaudi le livre. Je vais peut-être rebondir sur une question que vous avez évoquée, c'est celle de l'engagement. Donc, en fait, je sais que c'est un mot qui existe, il y a beaucoup de débats en littérature, les auteurs engagés, des artistes aussi, etc. Donc, du coup, c'est un terme qui existe bien en littérature. Et en fait, par exemple, moi, je pense que à l'écoute d'un artiste, ne peut pas, de mon point de vue, ne peut pas faire de l'art sans une conscience sociale. Et, par exemple, moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises, j'organise un festival de littérature à Paris. Oui, tu veux continuer? J'organise un festival de littérature à Paris. Je reçois chaque année que vous connaissez sans doute, Lionel Toyo, Mackenzie Orsay, James Noël, Daniela Ferrière et Yannick Lahens qui viennent participer à ce festival. Donc on a eu souvent cette discussion sur la question de l'écrivain engagé, de l'engagement en art, l'engagement en littérature. Par exemple, il y a un auteur haïtien très célèbre et qui est mort effectivement parce qu'il a essayé de mettre son engagement au-dessus de la littérature. Il s'appelle de Jacques-Séverin Alexis. Quand il a voulu rentrer en Haïti pour s'engager, faire de la politique, il s'est fait assassiner. Par exemple, moi, Sadrak Charles, je suis écrivain. Je publie de la poésie et j'ai un roman qui va être publié bientôt chez Gallimard. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne me vois pas faire uniquement de la littérature en regardant la société haïtienne autour de moi s'effondrer. C'est-à-dire, pour moi, il y a cette part d'engagement qui va au-delà de la simple écriture. Par exemple, c'est ce qui m'a amené, c'est un secret de Polichinelle. Donc aujourd'hui, je suis candidat à la présidence aujourd'hui. Vous voyez, pour moi, en fait, je ne peux pas regarder que ces bandits en Haïti ou encore les politiciens qui ont détruit ce pays. Je ne supporte pas de voir qu'ils sont en train de revenir pour essayer de continuer à détruire ce pays. Vous voyez, donc pour moi, c'est un peu comme Jacques-Séverin Alexis, je suis auteur, mais je pense que l'engagement d'un auteur ne devrait pas s'arrêter uniquement au niveau de l'écriture, ça devrait aller au-delà, surtout quand on regarde un pays se faire génocider, quand on regarde un pays se faire briser, comme c'est le cas d'Haïti aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas trop d'accord avec les écrivains engagés. C'est pour ça que je me dis personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec les écrivains engagés. C'est parce que je pense que dès beaucoup d'engagement en soi. C'est parce que l'écrivain est engagé qu'il regarde sa société, qu'il regarde son milieu et il se dit qu'il doit l'influencer d'une façon ou d'une autre. Déjà, par la plume, strictement par la plume, il est engagé. Mais maintenant, il peut, au-delà de la plume, être investi personnellement de la mission de changer certaines choses dans son pays. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, je suis écrivain
j'écris des textes et il y a beaucoup d'engagement dans mes textes. Mais demain, il se peut que je devienne ministre ou premier ministre. Là, je participe à la gestion de la chose publique. Mais en dehors de ça, actuellement, je fais partie du RDNP, qui est un autre engagement. Je m'engage, je suis membre d'un parti qui veut changer les choses. Maintenant, ce que j'avais dit, j'ai dit que l'écrivain, au-delà de cet engagement tout naturel qu'il y a de départ, il n'est pas un juge. Il ne vit ni en marge de la société, ni au-dessus des autres. Parce qu'il y a des gens qui vivent en ermite en tant qu'écrivain. Des fois même, un entretien qu'un journaliste demande, le journaliste n'arrive pas à trouver. Il y en a d'autres aussi qui regardent les lecteurs comme s'ils étaient tout au long du Montparnasse, et puis les autres étaient en bas. Alors que moi, je pense que l'écrivain est un homme de son temps. Il doit comprendre la fragilité des gens, les besoins des gens. Il doit être disponible. J'aime prendre cet exemple en parlant des écrivains. Quand on parle de Dieu, on dit que Dieu est esprit. Vous êtes d'accord? Mais on parle des yeux de Dieu, des oreilles de Dieu, de la bouche de Dieu. Est-ce qu'un esprit peut avoir ces choses? Non. Mais on parle des yeux de Dieu, du visage de Dieu, c'est pour montrer que Dieu est abordable. Des oreilles de Dieu pour dire qu'il écoute. Et mais tout comme l'écrivain doit être à disposition de la société. Je pense qu'il a une responsabilité. Il a une responsabilité. Une responsabilité, par exemple, Non. C'est très intéressant l'échange. Par exemple, la responsabilité de l'écrivain, justement, je peux écouter cette responsabilité en prenant l'exemple de quelques grands écrivains qui ont existé, dont les œuvres ont provoqué même justement des révolutions. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ou Montesquieu, avec justement l'esprit de Karl Marx, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que l'écrivain a vraiment une responsabilité et cet engagement, justement, devrait se manifester surtout quand on regarde une société s'effondrer. Par exemple, donc, je pense qu'un écrivain haïtien notamment, ne devrait pas, à mon avis, se permettre de dire moi j'écris tout simplement, ben, ça suffit. Comme le fait Daniel Laferrière. Daniel Laferrière, c'est un très grand ami qui on se retrouve tout le temps, mais il sait que je ne suis pas d'accord avec lui pour justement quand il essaie de nous dire, eh bien moi j'écris mes œuvres, ça suffit. Donc je ne me mêle pas de ça. Je le comprends. Je vais prendre l'exemple de Daniel Laferrière et de Pelé. Vous savez que c'est l'une des choses qu'on a reproché à Pelé. Pelé n'a jamais pris de position politique. Pelé n'a jamais pris de position politique. Dani, je le comprends aussi. Des fois, quand l'écrivain prend certaines positions, on oublie qu'il a écrit de bonnes choses. Les gens commencent à l'attaquer. Moi, je pense que l'écrivain est engagé. Moi, je pense que d'une façon ou d'une autre, il doit militer activement pour changer son environnement. À chacun ses méthodes. À chacun ses méthodes, il y a des gens qui vont sortir dans les rues avec les manifestants. Il y en a d'autres qui vont écrire. Par exemple, moi, j'écris beaucoup sur Facebook. J'écris et je parle de ce qui se passe et dans mon environnement. Par exemple, je me souviens, c'était le 1er janvier, 1er ou 2 janvier, quand les États-Unis sont entrés au Venezuela pour prendre Maduro, j'ai écrit un texte. Et bien, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire « Ah, faut faire attention !» J'étais au Canada à ce moment. Et avec humour, j'ai nommé le texte « Great Job ». Avec humour, j'ai ridiculisé ce qui se passait, ce qui s'est passé. Mais il fallait que je le fasse. Par exemple, quand Israël a attaqué la Palestine avec force et vigueur, j'ai écrit un texte pour ça.
OK, eh bien. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce que l'heure Non, tourne. on pourra pas. Non. Excusez-moi, Merci excusez-moi un instant. J'ai une petite information à faire passer. C'est-à-dire que pour pallier, il y a une association locale à Drancy, dont on pourra continuer la discussion avec lui et même la vente signature. Et Ce que manger je ensemble. proposerais à Jimmy, c'est qu'il ne peut pas y aller. C'est-à-dire que s'il y a des gens là, est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas nous suivre à Drancy? Toi non, tu ne pourras pas Weekend Soul? Oui, exactement. Parce que là, Mais il a déjà dédicacé ton livre. Donc je dirais que les gens qui ne peuvent pas nous suivre, Jimmy Maval peut en profiter pour signer donc leur dédicace là de suite parce qu'on n'a plus que 7 minutes. Il faut qu'on rende la salle à 20h30. Donc on va manger, discuter, prendre notre temps. Mais est-ce que Atis ne pourra pas aller à Drancy? Merci beaucoup. Je suis la modératrice. On est obligé là parce que... Alors, on doit libérer la salle. Moi, c'est ça, on va tourner, moi, ça mange avec nous. Ah non, mais ça, on n'a pas le temps. Non, mais c'est pas moi. Donc, alors, mesdames, messieurs, merci. On la peine de les sortir. Je lui ai dit déjà. On a pas le temps. Votre attention, s'il vous plaît. On va conclure l'activité en beauté. On a commencé en beauté, on va conclure en beauté. Alors, je vous dis merci. Merci de votre présence. Voilà, je suis obligée de me mettre debout. Oui, je vous dis merci de votre présence. Merci à l'auteur d'avoir bien voulu discuter avec nous de son ouvrage, mais aussi de ses vécus. Donc, ah là là, tout le monde, j'ai l'impression que je parle. J'ai l'impression que je parle seule. Désigné. Oui, moi, c'est au tape la ligne. Je vais regarder ça. Merci. Un, deux. OK. Merci beaucoup. Allez-y. Merci. On ramasse nos affaires. Maxo. Merci. Bien, hein? Et tu as combien de livres à signer? Bon, pas beaucoup, non? Ça, c'est moi qui les ai amenés. Non, je commence, on ramasse. Est-ce que vous pouvez prendre ça pour moi? Est-ce qu'il y a des photos? Ah, c'est rempli, ok. Donc, Avant de partir, on va faire une photo, hein, avant de laisser là. Max. Oui, un pour toi, un pour Marie-Michel. Comment vas-tu? Je suis désolé, je suis obligé de... Ah, mon cher. Ok, je reprends ça. D'accord. Parti déjà? ah, ben, tu n'as pas. Désolé. On va passer pour ma 5 heures. 5h30, pas un problème, non? Pas un problème. Ah ouais, oui, me dire que c'est demain que tu es désolée. C'est demain que tu pars. Demain que je pars. Non, bon, demain. Comment ça s'est passé? Alors, ça a été? Oh oui, quelque bien. Super, c'est fini. On a une bonne causerie. Et Ouais. puis, Là, on se retrouve pour manger maintenant. on va manger et j'ai mis les têtes que j'ai vues là. Hein. Alors, on y va. Il y a une bonne